Israël dénonce des actes antisémites et annonce envoyer des avions pour évacuer des supporters après des violences en marge d'un match de football à Amsterdam. Le succès de Donald Trump aux États-Unis symbolise une progression du discours populiste qui pourrait avoir des retombées sur l'extrême droite européenne. Un navire italien a transféré des migrants en Albanie dans un centre de traitement des demandes d'asile pour la deuxième fois. En octobre, la justice avait invalidé une première tentative. Un espoir de coopération renforcée en matière de défense à l'issue du salon Euronaval à Paris. Les États membres planchent sur un projet de navire de combat de nouvelle génération. Après les violences qui se sont déroulées ce jeudi en marge du match de football de Ligue Europa à Amsterdam, les dirigeants d'Israël et des Pays-Bas ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque antisémite contre des supporters du club de football du Maccabi Tel Aviv. Selon des rapports locaux, les supporters ont été agressés à différents endroits de la capitale néerlandaise avant et après le match. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que 10 personnes avaient été blessées. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dans un tweet qu'il allait envoyer 2 avions à Amsterdam pour secourir les citoyens israéliens. Il a exhorté les autorités néerlandaises à renforcer leur sécurité. Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a promis que les auteurs seraient retrouvés et poursuivis en justice. De beelden en de berichten die we daaruit horen zijn ronduit schandalig en verwerpelijk. En ik denk dat ook alles in het werk moet worden gesteld om de daders op te sporen en te vervolgen. Dit is gewoon antisemitisch geweld tegen Israëli's. En dat anno 2024 kan, dat tart eigenlijk alle beschrijvingen en is buiten alle grenzen, buiten alle proporties. De son côté, le leader du parti d'extrême droite, Geert Wilders, a parlé sur le réseau X de chasse aux juifs et réclamé la démission de la maire d'Amsterdam, Femke Hasselma. Les violences ont éclaté malgré l'interdiction par cette dernière d'une manifestation pro-palestinienne près du stade de football. La police a indiqué que 62 personnes ont été arrêtées lors des incidents. Si les dirigeants européens ont félicité Donald Trump pour son succès lors de l'élection présidentielle américaine, les responsables politiques d'extrême droite ont adopté un ton plus enthousiaste. Les formations populistes du vieux continent, comme celles de Viktor Orban, de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen ou de Geert Wilders, peuvent voir dans ce scrutin une victoire de leurs idées, ce qui pourrait les pousser à durcir plus encore leur discours. Trump's victory will have consequences on the far right in the EU. First, we know that there are spillover effects on voters that feel more that the far right is more normalized, so feel more happy to vote for this kind of parties. This will, of course, increase the power that these parties have across the European Union. Le succès de l'extrême droite lors des élections européennes de juin et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marquent une forme de synchronisation politique des deux côtés de l'Atlantique. Toutefois, la comparaison connaît certaines limites, car les partis populistes européens ont employé différentes stratégies. On l'a vu surtout pendant les élections européennes aussi, ou juste avant, où le Rassemblement national suivait une stratégie de la dédiabolisation, donc essayait quand même de gagner plus de positions au centre de l'électorat, alors que par exemple l'AfD s'est quand même beaucoup radicalisé par rapport à ce qu'était le parti avant. Donc il y a eu certaines différences entre ces partis d'extrême droite. Ces voix des deux côtés de l'Atlantique se rejoignent sur la lutte contre l'immigration, les attaques contre les droits des minorités et l'image de dirigeants forts. Le rapprochement pourrait cependant se révéler uniquement idéologique. Le prochain président des États-Unis compte en effet défendre avant tout les intérêts américains et non ceux de ses alliés. L'Italie poursuit ses tentatives d'externalisation sur la question migratoire. Ce vendredi, un navire de la marine italienne est arrivé à Shëngjin, en Albanie, où un centre de traitement des demandes d'asile est désormais implanté. Un navire à bord duquel se trouvaient des personnes arrêtées dans les eaux italiennes. Il s'agit du deuxième transfert de migrants de l'Italie vers l'Albanie, près d'un an après la signature d'un accord controversé entre Rome et Tirana et qui concerne uniquement des hommes adultes.
Les demandeurs d'asile doivent être accueillis dans ce centre pendant que les autorités italiennes traitent leur dossier. Il y a 3 semaines, l'Italie avait procédé à un premier transfert qui concernait une douzaine de personnes. Elle avait dû cependant procéder à leur rapatriement sur décision d'un tribunal de Rome qui jugeait leur pays d'origine, le Bangladesh et l'Égypte, pas assez sûrs pour qu'un rapatriement ait lieu. Les inondations se poursuivent en Espagne. Près de 100 litres de pluie par mètre carré sont tombés dans la ville balnéaire espagnole de Cadaqués, en Catalogne. Les services d'urgence ont commencé à recevoir des appels vers 3h45 du matin. 32 voitures auraient été emportées par les eaux, s'entassant contre un pont dans le centre de la ville. À Valence, les opérations de nettoyage se poursuivent plus d'1 semaine après les inondations catastrophiques qui ont dévasté l'est de l'Espagne. Des ouvriers réparent les lignes ferroviaires. Les inondations ont provoqué un amoncellement de voitures et de débris sur le réseau. L'opérateur ferroviaire Renfe n'a pas indiqué quand la ligne serait prête. Au moins 219 personnes ont été tuées dans la pire catastrophe naturelle que l'Espagne ait connue depuis des décennies. Les météorologues affirment qu'il est tombé sur la région l'équivalent d'une année de pluie en seulement 8 heures. Au moins 93 personnes ont été officiellement déclarées disparues. 54 autres corps n'ont toujours pas été identifiés. Plus de 36 000 personnes ont été secourues selon les autorités, l'opération d'urgence ayant mobilisé plus de 17 000 soldats et policiers. Une corvette européenne pourrait-elle voir le jour? À Paris, le salon Euronaval s'est achevé sur un espoir de coopération renforcée en matière militaire au sein de l'UE. Ce rendez-vous incontournable dévolu à la défense maritime a pris fin ce jeudi. Selon l'Agence européenne de défense, les États membres ont commencé à travailler sur la construction d'un navire de combat de nouvelle génération d'ici 2040. Il faut dire que le vieux continent a été rattrapé par un conflit à ses portes, celui qui déchire l'Ukraine depuis 2022. Une nécessité exacerbée par la posture du président élu des États-Unis, Donald Trump, qui n'a cessé de marteler sa volonté de réduire la participation américaine au sein de l'OTAN. Tout le monde est bien conscient que l'Europe est un grand ensemble qui est capable d'avoir des programmes ambitieux, ce qui est plus difficile pour les pays pris individuellement. Et donc si on veut être à la hauteur des enjeux de la Chine, des États-Unis, mais même de l'Inde, qui est un pays continent, c'est pas en restant morcelé, c'est pas avec l'Espagne qui fait ses programmes, l'Italie qui fait ses programmes, la France qui fait ses programmes, qu'on pourra avoir une marine européenne ou des marines d'Europe qui seront à la hauteur des enjeux du combat du futur. À l'issue des négociations, les États membres ont soutenu un projet innovant qui fera la part belle aux nouvelles technologies. Ce navire devra être un smart ship qui se servira notamment de l'intelligence artificielle, une initiative dont se félicite le syndicat de l'industrie navale française. Tout ça est de bon augure pour augmenter encore notre coopération au niveau européen, s'il y a effectivement la volonté des États membres effectivement, de passer des commandes. C'est ça qui nous motive aussi, de pouvoir leur fournir en temps et en heure les moyens navals pour assurer la souveraineté avec une certaine dimension européenne, dans un cadre OTAN évidemment. Les ministres de la Défense de l'Union européenne se réuniront à Bruxelles le 19 novembre prochain pour évoquer ce projet. Il y a 35 ans, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Une chute qui permit de réunir les habitants de l'ouest et l'est de la capitale après 30 années de séparation. Entre festivités et devoirs de mémoire, les Allemands se préparent à célébrer cet événement qui a marqué les esprits. Pourtant, selon cette experte, Vladimir Poutine, qui a passé quelques années en Allemagne de l'Est, rêverait de faire revivre cette division. The other countries that then became independent as the greatest trauma and tragedy of the Russian history. So there you can already see that in his world, in his ideology, he would love to have this separation again.
And I'm guessing for him it's about separation, but also just about the complete power over people in a military way, but also in an economic way, and just yeah. Depuis la chute du mur de Berlin, d'autres barrières ont été érigées en Europe. Pour renforcer sa sécurité, la Pologne est en train de renforcer sa frontière avec le Bélarus, allié de la Russie. Un plan de plus de 2 milliards d'euros baptisé Bouclier de l'Est. Varsovie, qui craint pour sa sécurité depuis la guerre en Ukraine, accuse par ailleurs Moscou et Minsk d'instrumentaliser les afflux de migrants pour déstabiliser le pays. I would just have wished that Poland could have come up with another way, because the symbol of building a wall again, of splitting Europe apart basically, and that's what it is in the end, it's just not the right sign of where we should go as Europe, as a European community, because it's a humanitarian catastrophe for the refugees, for the migrants that are stuck there in the forest with no infrastructure, no food, no humanitarian aid whatsoever. Interrogé par la presse le mois dernier, le président du Conseil européen Charles Michel s'est dit favorable au financement de murs à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Alors que la politique migratoire de l'UE est vivement critiquée par certains pays membres, de nombreux partis de droite en Europe souhaitent ériger des barrières dans leur pays. But it's not just European borders that separate the East from the West. Governments from within the EU have been strengthening external borders, and with anti-migrant rhetoric continuing to rise, the question stands if walls will always be there to separate people. Liv Stroud in Berlin for Euronews.